Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Arts et Lettres et ici Télévision Mme Catherine Larochelle, professeure au département d'Histoire de l'Université de Montréal et membre du comité de rédaction de la revue Histoire engagée.ca et du Centre d'histoire des régulations sociales. Catherine Larochelle est l'auteure du livre L'école du racisme, la construction de l'altérité à l'école québécoise 1830 à 1915, publié tout récemment en 2021 chez Presse de l'Université de Montréal. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Madame Larochelle, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci. Ça fait plaisir de vous accueillir. Auteur de ce livre, École du racisme et la construction de l'altérité à l'école québécoise 1830 à 1915. Bon, d'abord, ma première question, pourquoi l'avoir situé à cette période 1830 à 1915? Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a justement un historique assez documenté en ce qui a trait à l'existence du racisme ou du racisme systémique au sein de l'école, au sein des écoles québécoises et canadiennes? Oui, ce sont de bonnes questions. En fait, lorsque j'ai débuté ma recherche, j'avais dans l'idée d'aller plus tardivement au 20e siècle, mais j'ai commencé avec les sources de la dernière moitié du 19e siècle. Et c'est vraiment par le contact avec les archives que j'ai fini par définir cette période-là, 1830-1915. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une période très importante à plusieurs niveaux. D'abord, c'est la mise sur pied du système d'instruction publique au Québec comme dans la plupart des sociétés occidentales. Et c'est également, surtout à partir de 1850, là, le nouvel impérialisme, donc la seconde phase là, très énergique de la colonisation euro-américaine aux quatre coins du monde, le missionnariat également. Et à travers ça, il y a les sciences liées aux races, disons, et au racisme scientifique qui se développent et qui vont marquer le matériel scolaire. Évidemment, la Première Guerre mondiale, 1915, j'ai arrêté ça durant la Première Guerre mondiale parce que, évidemment, il faut arrêter parfois nos recherches parce que sinon, on ne les finirait jamais. Mais également parce que cette guerre-là va venir ébranler les définitions de civilisation, de barbarie qui avaient cours jusqu'à l'époque. Très bien. Ensuite, oui, je vous en prie. Pour répondre à votre question, s'il y avait déjà de la documentation, en fait, non. Moi, j'ai abordé cette question de l'altérité en pensant que l'anglais serait l'autre pour le matériel scolaire canadien-français. C'était un peu la conviction que j'avais par ma propre éducation. Et donc, c'est à travers ce contact avec les archives que j'ai découvert ce racisme extrêmement prégnant dans le matériel scolaire dès les débuts de l'instruction publique au Québec. Et ça, eh bien, ça n'avait pas été documenté et ça n'a pas été documenté non plus énormément dans les autres sociétés européennes ou américaines. On porte parfois notre regard sur certaines représentations, mais le portrait d'ensemble, lui, il nous manque encore et je pense qu'il peut aider à comprendre beaucoup de nos réalités contemporaines. Parfait. En parlant justement de la construction de l'altérité, justement, on parle des conditions de la construction, de la fabrication de ces altérités justement au sein de l'école québécoise. Quels sont les discours sur lesquels vous êtes basé pour argumenter justement sur l'importance de la construction de ces altérités? Oui, bien les discours, en fait, je les ai trouvés dans les manuels scolaires, dans les journaux pédagogiques destinés aux instituteurs et aux institutrices, également dans les travaux des élèves eux-mêmes, donc les compositions qu'ils ont laissées. Et ce sont toute une myriade de discours, en fait, sociaux qui se retrouvent à l'école. Donc, évidemment, le discours, par exemple, missionnaire, qui a des accents anthropologiques à cette époque-là. Le discours scientifique sur les races, donc cette taxonomie raciale. Les auteurs de manuels vont adapter les théories, en fait, qui circulent dans l'espace savant européen et américain et ils vont les simplifier pour les inclure dans le manuel scolaire, ce qui donne parfois des incohérences, mais visibles dans le manuel. Évidemment, ces théories raciales sont déjà incohérentes en soi, mais la simplification qui mène à ce contenu didactique renforce en fait ces incohérences-là.
Il y a évidemment le discours religieux aussi qui va se retrouver dans ce matériel scolaire. Donc, c'est un peu tous les discours sociaux dominants trouvent place dans le discours scolaire. Et c'est donc le discours littéraire aussi, donc les extraits de romans, de récits de voyage et tout ça. Ça aussi, ça va alimenter cette construction des altérités. D'accord. C'est un livre qui est justement divisé en 6 chapitres. On sent les voies que prend justement l'altérité dans le discours scolaire. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur les paramètres de l'appropriation des figures de l'altérité par les élèves du Québec, justement? Oui, ça, évidemment, c'est la partie la plus difficile à atteindre parce que les élèves ne sont plus là pour nous le dire, puis les sources qu'ils ont laissées sont assez minces, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, par le théâtre scolaire, les élèves s'appropriaient certaines figures d'altérité, donc dans la performance vraiment, donc la performance de l'indianité, donc le fait de jouer à l'indien dans les pièces de théâtre est importante, mais également beaucoup des personnages arabes vont se retrouver aussi dans les pièces de théâtre. Il y a donc là une première forme d'appropriation et ensuite on le voit aussi par la mobilisation émotionnelle que les élèves vont faire dans le matériel scolaire, dans la propagande missionnaire. Donc, ils vont vraiment participer à l'effort missionnaire en s'impliquant émotionnellement par rapport à ces figures d'altérité-là. Ils vont les Donc, quand vous dites la mobilité émotionnelle, c'est-à-dire une implication par des paramètres de sentiments, d'émotions visuelles ou autres? Oui, exactement. Il y a une émotion qui est provoquée par le fait qu'on leur apprend finalement quel est le sort des enfants ailleurs dans le monde. Évidemment, tout ce récit-là est un récit idéologique, mais on va susciter leurs émotions pour en fait engager les enfants à être des courroies de financement de l'œuvre missionnaire. Excellent. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. Notre invitée d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Catherine Larochelle, auteure du livre L'école du racisme, la construction de l'altérité à l'école québécoise, dans la période 1813 à 1915. Restez avec nous, on vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres, avec l'invité de ce jeudi, Catherine Larochelle, auteure de ce livre, L'école du racisme, la construction de l'altérité à l'école québécoise, 1830 à 1915, publié chez Presse de l'Université de Montréal, tout récemment, en 2021. Bon, on va continuer la conversation avec vous, madame Larochelle. Il a abordé dans ce livre, justement, l'importance, je dirais, de l'impérialisme dans l'édification justement de l'altérité à l'école, comme l'influence des récits de voyage. C'est des récits aussi qui influencent l'imaginaire, le mental aussi des enfants. Puis il y a aussi la colonisation. En quoi la colonisation a-t-elle impacté justement de manière substantielle le cheminement des élèves dans leur cursus scolaire? Oui, eh bien, effectivement, les récits de voyage, tout le savoir géographique qu'on veut que les enfants maîtrisent à cette époque-là est marqué du sceau de l'impérialisme, du sceau de la colonisation. La façon dont on traite des ressources naturelles dans les différents pays, tout ça est marqué par la colonisation et c'est non seulement donc important pour qu'ils comprennent de un, les différentes denrées auxquelles ils ont accès dans leur vie de tous les jours, mais également leur place dans le monde. Donc, c'est-à-dire où se situe-t-il en tant que membre de la société canadienne, que ce soit canadienne française ou canadienne anglaise, dans cette hiérarchie des nations. Et donc, tout le discours impérialiste qui est transmis aux enfants, qui est par ailleurs le même, pour une bonne part, qui est transmis aux enfants finlandais, aux enfants français, aux enfants américains, aux enfants un peu partout dans les sociétés occidentales, c'est un discours qui est transnational. Et j'ai trouvé beaucoup de traces de cette circulation de ce discours scolaire. Donc, il n'est pas créé par les pédagogues canadiens-français à 100%. Ils en créent une partie, ils en importent une autre, et tout ça, ça circule. Et donc, ça permet aux élèves
de savoir quelle est donc leur place dans le monde contemporain. De se recentrer, exactement. Puis, vous abordez dans cet ouvrage cette question pertinente et percutante à la fois, celle des représentations. Comme on peut le remarquer ici, mesdames et messieurs, il y a c'est des schémas, des dessins qui accompagnent le récit, ce qui est fascinant et très intéressant. La représentation africaine, les représentations occidentales de l'Orient, la représentation, donc justement, comme l'analyse est apportée ici, du corps, c'est la représentation du corps et l'analyse par la visualité. Vous permettez à l'époque aux enfants de voir, d'aborder ça par le visuel. Pourquoi l'école, à l'époque, formée justement par le simple fait de voir et pas par autre chose que justement le visuel? Oui, bien, c'est l'école, mais c'est aussi la société occidentale en soi. C'est une donnée anthropologique, en quelque sorte, de la société occidentale, l'importance de voir. Donc, l'importance de voir, on le retrouve à l'école, mais on le retrouve à la même époque que ce soit dans les zoos humains qui vont être créés en Europe, en Amérique, dans les différentes expositions, dans la révolution de l'imprimé aussi qui se déroule au même moment, qui fait que les images se multiplient. Mais elles ne deviennent pas pour autant nombreuses, et dans le sens de différentes, mais la même image devient reproduite dans toutes sortes de médias différents. Et donc, on initie les enfants effectivement aux images comme une méthode pédagogique importante pour les intéresser à l'école, en fait. Donc, on dit montrez-leur des images, c'est comme ça qu'on va attirer leur attention. Et les images qui sont utilisées, ben, c'est en partie, et en bonne partie même, des images de l'ailleurs, des images de l'altérité. Ensuite, évidemment, toute la taxonomie raciale qui est enseignée comme une donnée objective aux enfants, elle est illustrée. Et ça, ben, c'est encore une fois, c'est important pour qu'ils puissent en fait reconnaître ensuite dans leur vie les individus qu'ils vont croiser, s'il y a lieu, et qu'ils puissent les placer dans la hiérarchie mentale qu'on leur a inculquée à l'école, la place où ils sont. Et évidemment, à ce niveau-là, au niveau de la visualité, la représentation des personnes afrodescendantes, africaines descendantes ou africaines, est la plus marquée, la plus violente également. Elle est non équivoque et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas appréhendé avant de commencer cette étude-là. Je savais déjà qu'il y avait de l'orientalisme. Évidemment, je savais qu'il y aurait une forte représentation des populations autochtones, mais la violence raciste de cette représentation des personnes noires qui passe par le prisme visuel en bonne partie a été une des découvertes que j'ai faites qui m'a le plus marqué. D'accord. En arrivant justement à la représentation, cette fois, de l'histoire des Indiens et le culte des héros, je trouve tout de même qu'il y a une certaine violence quand on montre un scalp, voyez-vous. Donc, on sait dans notre imaginaire, quand on tue quelqu'un, quand les Indiens, à l'époque, donc massacraient quelqu'un, donc on prend son scalp, c'est assez violent pour les enfants. Mais il y a une analyse ici, justement, de cette technique de l'exceptionnalisation, comme on le mentionne justement dans ce livre, qui a rapport justement à rendre l'Indien fantastique, extraordinaire, etc. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'on est parti justement à ce culte de rendre l'Indien exceptionnel, fantastique, alors qu'on ne s'est pas contenté de relater l'histoire des Indiens comme en tant que histoire des Indiens, c'est-à-dire on le relate de son côté ethnographique, urbain, etc. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a, comme vous le mentionnez, de un, c'est exceptionnel, la violence autochtone qui est mise en scène dans le matériel scolaire. C'est une violence excessivement explicite et en effet très surprenante quand on sait que ce matériel est destiné à des enfants parfois très jeunes. Et l'image du scalp est une de celles qui m'a marquée parce que je l'ai vue redessinée. Donc j'ai non seulement vu l'image dans le manuel scolaire, mais j'ai vu un scrapbook d'une étudiante assez jeune qui avait redessiné elle-même ce scalp sanguinolent. Mais pourquoi, en fait, on relègue ces peuples autochtones à l'ethnographie, principalement, et donc aussi à cette représentation fantasmée? C'est parce qu'il y a, au même moment, la prise du territoire à l'ouest, donc de l'Ontario. Il y a la colonisation de l'ouest à laquelle participent beaucoup de Canadiens français en tant que missionnaires, en tant que colons, en tant qu'administrateurs. Il y a évidemment aussi la prise des terres au nord du Québec. Et si on reconnaît aux populations autochtones une histoire, donc
une existence dans le temps progressif de l'histoire, ça veut dire qu'on est deux corps sociaux sur le même territoire. Et là, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour légitimer cette prise de possession coloniale, il faut reléguer ces populations-là dans un temps autre ou un temps immobile ancien. Parfait. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes pour continuer notre conversation avec Catherine Larochelle, qui est notre invitée d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres, l'école du racisme, la construction de l'altérité à l'école québécoise, la période de 1830-1915. Je vais vous citer, Madame Larochelle, ce passage à la page 279. Voyez-vous, ce cantique à la page 279, Empowerment des enfants, ça célèbre la capacité d'agir. Je vous cite 4, vers, donc conclamés à l'époque, qui sont les suivants. Petits Chinois, dans vos misères, nous voulons vous soulager tous. Nous en parlerons à nos mères. Jeunes frères, consolez-vous. Donc là, moi, je comprends bien qu'il y a comme un élan de compassion des jeunes enfants canadiens français envers les Chinois, mais on a aussi l'impression que cette représentation n'est-elle pas dans le fond comme une espèce d'instrumentalisation justement au profit des jeunes Canadiens français à l'époque? C'est à la fois une instrumentalisation au profit des jeunes Canadiens français, mais également, surtout, au profit des missionnaires et des congrégations missionnaires. Cette représentation-là des pauvres enfants chinois, elle a été construite à travers cette propagande missionnaire. Donc, encore une fois, on leur met devant les yeux de la violence extrême. On leur explique que les enfants les nouveau-nés sont jetés à manger aux bêtes ou dans les rivières. Donc, on met en scène des infanticides comme si ils étaient pratiques courantes en Chine, ce qui n'était pas le cas. Puis d'ailleurs, il y a une historienne qui a bien travaillé là-dessus, sur ce mythe du féminicide en Chine. Mais à travers cela aussi, c'est qu'on donne aux enfants canadiens-français effectivement un sentiment de puissance ou un sentiment de capacité d'action, puisqu'on dit que grâce à eux, des enfants à l'autre bout du monde, puis on est à l'époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de télévision, il n'y a aucun réseau social. On leur fait comprendre que grâce à eux, ces enfants-là vont pouvoir être baptisés et aller au paradis. Et donc, il y a là une capacité d'action qu'on offre à des enfants qui parfois sont issus de classes assez populaires, donc qui sont eux-mêmes pas nécessairement favorisés dans leur société, mais on les place encore une fois, on leur dit oui, peut-être vous n'êtes pas favorisés dans votre société, mais regardez dans l'échelle de la hiérarchie globale où vous vous situez. Et vu que vous vous situez évidemment au top, vous avez une responsabilité d'amener les autres au top. Et donc, c'est vraiment dans cette hiérarchie raciale, religieuse qu'il faut comprendre. Donc, c'est cette instrumentalisation-là des émotions des enfants par rapport au sort de d'autres enfants du monde. Parce que ça peut sembler très plein de bonne volonté, parfois, quand on peut consulter ces archives-là, mais il faut nettoyer un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a sous l'image. Tout à fait. Justement, devant toutes ces représentations, justement, comme vous venez de le dire, justement, parce que l'altérité, c'est aussi un élan de réciprocité, nous rehausser, mais permettre à l'autre aussi de se rehausser, se valoriser. Mais quelle fonction pédagogique et récréative, justement, représentent-elles ces représentations dans le fond, en général? Oui, elles ont servi l'instruction publique, donc les débuts de l'instruction publique de plusieurs façons. Donc, les récits de voyage permettaient de faire voyager les enfants en imagination, d'imaginer un ailleurs intriguant, aventureux, etc. Il leur a permis d'organiser des activités récréatives. Donc, on peut penser aux pièces de théâtre que j'ai nommées tout à l'heure, mais également par rapport à la propagande missionnaire, il y avait toutes sortes d'activités de financement qui étaient mises sur pied
par les jeunes filles principalement, donc des bazars, des loteries, des séances musicales. Et donc tout ça, l'altérité était utilisée donc à ces fins-là pédagogiques pour intégrer les enfants dans cette institution qui était naissante, donc l'institution scolaire publique. Et les images dont on a parlé tout à l'heure ont aussi une importance là, très grande dans cet intérêt pédagogique-là. Ils servent à capter l'attention des enfants et donc à les tenir intéressés là, par le cursus scolaire. Parfait. Maintenant, dans un élan d'actualiser, justement, d'actualité, on va dire, comment est-ce que vous voyez présentement la représentation du racisme ou du racisme systémique au sein de nos écoles québécoises au Québec, on va dire au Canada en général aussi? Oui, bien, il y a beaucoup de chercheurs, chercheuses qui travaillent sur ces sujets-là actuellement, puis je trouve ça très important. Souvent, je suis à la fois surprise et peinée de voir qu'il y a encore énormément de choses qui n'ont pas changé, ou si peu, que ce soit en termes de représentation. Évidemment, les choses sont plus aussi crues qu'auparavant, mais j'ai 3 enfants justement qui sont au primaire maintenant. Et depuis qu'ils ont commencé l'école, je regarde évidemment avec attention tout ce qui ramène à la maison. Oui, parce que c'est pas... Oui. Il y a quand même beaucoup de chemin à faire encore, notamment en ce qui a trait à la représentation des peuples autochtones. On est encore pris dans le même récit. Même si les représentations sont moins méprisantes, sont moins violentes également aussi, il reste cette idée d'une ethnologisation de ces populations-là, d'une mise hors du temps de l'histoire et surtout d'une appropriation. Donc, on permet encore aujourd'hui en 2021 aux jeunes Montréalais, aux jeunes Québécois de jouer à l'Indien à l'école. Tout ça sous une espèce de voile de bonne volonté, je le sens bien, mais quand on ne sait pas l'histoire qui est en dessous, on peut faire des erreurs parfois sans le vouloir. Oui. Parce que c'est un imaginaire qui date pas d'aujourd'hui, mais depuis longtemps. L'école du racisme, la construction de l'altérité à l'école québécoise, 1830-1915 de Catherine Larocher. Il reste quelques secondes. Que voulez-vous que les gens retiennent de votre livre? Je sais qu'il y a plusieurs messages, mais quel est votre message principal? J'aimerais qu'on retienne, entre autres, que l'école a énormément de pouvoir. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ça permet peut-être de passer encore par ce biais-là pour défaire ce que l'école a mal fait par le passé et les dommages qu'elle a pu faire. Ouais. Parfait. C'est un plaisir de vous avoir accueilli. Merci beaucoup d'être passé parmi nous. Madame Catherine Larochelle, merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous le jeudi prochain à 15h, Arts et Lettres chez ICI Télévision. Portez-vous bien. À la prochaine.